Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Petit Pilier. Comme tous les lundis, nous allons décortiquer, analyser l'actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine et même, vous allez voir, un petit peu au-delà avec nos deux spécialistes. Ce soir, ils sont en pleine forme. Jérôme Prévost, plume acérée du Midi Olympique. Bonjour. Salut Jérôme, Bonjour. tout va bien? À vos côtés, Guy Acossé-Berry, l'ancien demi-mêlée notamment du 15 de France, mais aussi de Bègles et de Tyros, consultant France Info. Bonsoir Guy. Bonsoir. Merci d'être avec nous également ce soir. Voici ce dont vous allez débattre, messieurs. On va d'abord parler de Top 14 et ça se précise, en tout cas ça commence à se préciser dans le haut comme dans le bas du tableau. Nous allons évoquer Angleterre-France samedi, match toujours très attendu du tournoi. On évoquera encore les Bleus pour parler des suites, des vagues, en tout cas des cas de Covid-19. Tout ça pour ça. Il n'est sorti pas grand-chose à l'issue du rapport commandé par le ministère suite au cas de Covid dans l'équipe de France. Vous allez nous en parler. Et enfin, messieurs, j'aimerais vous entendre sur vos souvenirs du crunch, à la fois comme ancien joueur, Guy Acossé-Berry, comme journaliste. Jérôme Prévost, on commence donc par le championnat, le top 14. Et tout d'abord, cette deuxième défaite consécutive de La Rochelle, cette fois-ci à Castres. Jérôme Prévost, est-ce que c'est un coup d'arrêt pour La Rochelle, ou en tout cas un gros coup d'arrêt? Non, La Rochelle est une très bonne équipe qui va se redresser. Ils ont eu la malchance de perdre Kevin Gourdon juste avant le match, de forfait de dernière minute. Ils ont eu une pluie de pénalités contre eux au début du match, qui a donné confiance à Castres. Puis Castres, là, a trouvé un très très bon entraîneur, là, Pierre-Henri Broncan. Il a notamment innové là, en jouant beaucoup de pénalités à la main, près des lignes et tout. Il a fait progresser cette équipe, donc il n'y a rien d'alarmant. Après quand même une première mi-temps totalement ratée de La Rochelle, qui était largement menée, hein, Guy. Oui, pratiquement 20 points pour la mi-temps. Donc, après, c'est toujours difficile, même si on voit ces derniers week-ends beaucoup de matchs qui basculent avec des premières mi-temps où l'équipe passe à vide et elle réagit sur la deuxième. Là, ça n'a pas été le cas pour La Rochelle, mais comme Jérôme, je ne suis pas inquiet. Oui, c'est une petite phase un peu compliquée pour les Rochelais, mais ils ont quand même un petit matelas d'avance. Oui, enfin, la fin du championnat ne s'annonce pas trop quand même, pas trop compliqué pour eux, donc ça devrait rentrer dans les 6. Après, attention, les poursuivants ne sont pas trop loin non plus. Bah justement, les poursuivants, parlons-en, parce que La Rochelle jouera dans 3 semaines, un peu moins, à Chaban face à l'UBB. L'UBB vainqueur ce week-end d'un petit match, 29-23, petite performance, pardon. Je vois Jérôme en train de faire les gros yeux. Petite performance pour l'équipe girondine. Enfin, c'est Christophe Furios qui, à la fin du match, il a dit « je me suis fait… » Voilà. Non, moi je retiens cet essai phénoménal. 3 minutes, d'entrée, ouais. Une séquence de 3 minutes, peut-être 35 passes, c'était extraordinaire. Et puis on a refusé 2 essais à Bordeaux, je crois, donc il n'y a rien d'alarmant non plus. J'ai trouvé Pau très bon, peut-être mieux que son classement, avec un joueur, moi, qui m'impressionne chaque fois un peu plus, c'est Antoine Astoy, que je trouve très très bon, même s'il a manqué de pénalités, dans l'animation, il est très bon. Guy Acossé-Berry, petite victoire, mais victoire importante. Oui, 2 pénalités et la pénale touche à la fin. Oui, c'est ça. Qui peut faire mal. Celle-là, ça nous fait du bien. Oui, non, pas inquiet non plus. Après, c'est un peu le même profil que contre le Stade Français, c'est-à-dire un début de match tonitruant. Alors contre le Stade Français, ça avait marqué plusieurs fois, donc le score était fait, donc l'équipe ne s'était pas fait peur derrière, mais avait quand même baissé en régime après sur la suite du match. Et là, c'est un peu le même profil, ça peut faire 17-0 à un moment, on reste à 10-0, des Palois courageux par contre, qui auraient mérité à minima le point de bonus, mais une équipe qui a un peu après, je pense, inconsciemment relâché. Et ce qui est dommage, c'est que ce premier essai de 3 minutes, ça prouve que l'équipe est capable, donc il faut maintenant renouveler ce type de séquence, surtout là avec la fin de saison qui arrive, avec les phases finales qui arrivent, parce que les gros matchs se gagneront avec peut-être 10 séances, j'exagère peut-être, mais au moins 10 séances de 3 minutes. Quoi. Il faudra répéter ça. Ouais. Quel match de Cyril Cazot, le deuxième ligne. Quel joueur. On va parler de l'équipe de France après. Ne soyez pas impatient, Jérôme Prévost. Juste dans la lutte pour le bas du tableau, la section paloise qui n'a pas pris de point de bonus ce week-end à Bordeaux, qui pourrait le regretter. L'Aviron bayonnais non plus n'a pas profité de son match à domicile, en tout cas pour confirmer sa victoire à Toulon. Défaite à la maison à Jean Daugé face à Lyon. Logique de perdre face à Lyon ou pas? À domicile pour l'Aviron bayonnais. Ils ont perdu, ils n'ont même pas attrapé le bonus. Oui, ça c'est dommage de ne pas avoir pris le bonus. Après, logique, je dirais non, parce que Lyon, c'est pas le loup de ces dernières saisons. Ils sont aussi en difficulté, ils cherchent des points. Donc, je dirais c'est dommage pour les Bayonnais. Mais là, on est 7 matchs de la fin de saison. On parle du bas de tableau, mais que ce soit le bas ou le haut de tableau, chaque point va compter. Hein. Chaque point de bonus défensif, de bonus offensif, de victoire, de match nul. Là, il va falloir tout comptabiliser. Donc, je crois que Bayonne et Pau sont partis avec peut-être la petite réaction de Montpellier qui a été capable de battre Clermont. Ça met Pau et Bayonne en difficulté pour la plage de barragiste. Bayonne qui sera dans l'obligation, avec un grand haut, de battre Agen dans son match en retard. Oui, alors c'est ça. Et puis alors, dans 2 journées,
il y a un certain Pau Bayonne qui va être très très chaud là, un match au couteau. Vous n'avez pas envie de me dire un mot sur Bayonne-Agen, match en retard? Je pense que Bayonne est C'est l'occasion de passer devant Pau et de laisser la place de barragiste à Pau. Favori, je pense que Bayonne va gagner. Même si on m'a dit qu'Agen avait fait tourner son effectif pour aller au Stade Français et allait essayer quand même d'accrocher. Mais je pense que malheureusement, l'effectif d'Agen est un peu trop limité pour espérer autre chose. Bayonne, vous pensez qu'un Guy Auxerre, un petit avantage avec ce match en plus à jouer? Petit avantage, mais à condition de bien le... À condition de bien le négocier, Ouais, et bien puis négocier. même qu'il ne les sortira pas de la zone rouge quand même. Et il faut surtout qu'il gagne ce match pour rester je dirais en compétition, enfin, avec cette envie d'éviter le barrage. Mais il va falloir aller à Pau après. Enfin voilà, le calendrier, que ce soit pour Pau ou pour Bayonne, comme je dis, chaque match, chaque point vont compter. Et je pense qu'on le saura qu'à la dernière journée. Ouais. Alors Bayonne-Agen, c'est un match en retard du top 14 qui va se dérouler ce week-end. Après, rendez-vous fin mars. Pour la suite de ce top 14, ce week-end, l'une des actualités qui nous préoccupe, ça sera samedi, Angleterre-France à Twickenham. Enfin, les Bleus de retour pour le tournoi Destination. On parlera du Covid après. D'abord, parlons de terrain, s'il vous plaît. Angleterre-France, la clé de ce match. Voilà une question piège. La clé de ce match... Sachant que les Anglais sont un peu moins performants. Ouais, bon, moi j'espère que Mathieu Jalibert va nous faire rêver, quoi. J'espère qu'il va faire parler sa vitesse électrique et j'espère qu'il va transpercer le terrain. Vous le voyez titulaire, vous? Alors, Ntamak Romain a été rappelé, il est très très fort. Bon, je me dis que quand même les sélectionneurs vont peut-être maintenir la confiance aux Bordelais, quand même, qui ne les a pas déçus sur les premiers matchs. Oui, il ne les a pas déçus. Pour parler du cas Mathieu Jalibert, après... Ça va être un gros match à Twickenham. Est-ce que c'est un cadeau aussi de remettre Romain Ntamak qui est à court de compétition, qui a fait juste un match ce week-end moi, je serais plutôt sur la continuité avec Mathieu Andis. Mais ça va rester un match compliqué, oui. Les Anglais ne sont plus au même niveau qu'ils étaient il y a quelques mois, mais ils jouent la France. Il y a un contexte, on va en parler avec cette histoire de Covid et tout. Donc, je pense qu'on va être attendu à Twickenham. Ouais. Est-ce qu'il y a un manque de rythme à craindre pour les Français qui n'ont pas joué, on le sait, contre l'Écosse? Est-ce qu'ils ont peu joué ce week-end? En tout cas, ils ont joué en top 14, mais ce n'est pas le niveau international. Est-ce qu'il y a un manque de rythme à craindre ou pas? J'aurais dit oui, mais en fait non, parce qu'ils sont tellement sollicités depuis le début de saison qu'au contraire, je crois que des petites plages de repos comme ça ne peut pas leur faire de mal. Quand on voit le match de Virimi Vakatawa avec le Racing à Toulon, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué, il était plein de gaz. Donc au contraire, je pense que ça permet de recharger les batteries. Ouais. Est-ce que les Anglais seront dans le rythme? Après tout, est-ce qu'ils ont joué ce week-end? Et les gars des Saracens, est-ce qu'ils ont joué en D2? Non plus. Ils avaient perdu le premier match, je crois, l'autre jour d'ailleurs. Ils ont perdu contre les Cornish Pirates. Est-ce que les Anglais sont remis de leur défaite en finale de la Coupe du Monde? On a l'impression que non, en fait. Que depuis cette Coupe, ça a cassé quelque chose. Ils ont gagné l'Automne Cup Nation. Ouais. Enfin, on a l'impression que ça a gâché quelque chose dans la performance de très haut niveau qui habitait les Anglais jusqu'à la Coupe du Monde, non? C'est surtout dans leur contenu. C'est-à-dire que jusqu'à la demi-finale, il faut une demi-finale extraordinaire contre les All Blacks. La finale, il y a un concours, je veux dire, de circonstances parce qu'ils perdent très vite leur pilier Sinclair, là, qui était à ce moment-là le meilleur pilier du monde et pas dans la Coupe du Monde. Donc ça les affaiblit. Et derrière, ils n'ont pas de plan B pendant ce final. Donc ils se font prendre physiquement par les Sud-Africains. Et depuis, j'ai l'impression que Eddie Jones a vraiment resserré, verrouillé et on ne les sent plus libérés. Parce qu'ils jouaient, c'était une équipe qui jouait. Et là, on s'embête un peu pour rester poli. Quand on les voit jouer, là. On s'embête un peu quand on les voit jouer les Anglais, quand même. Alors, c'est la tactique de la patate chaude qui est de se débarrasser du ballon, Voilà. mais que Galtier aussi utilise. Alors ça avait force de loi, peut-être qu'elle a réussi moins aux Anglais. Après, moi je me dis qu'une équipe où il y a Vunipola, où il y a Itoje... mais ils sont moins en forme ces joueurs-là. Ils sont pas revanchards les Anglais, là. Ils ont envie de prouver peut-être face aux Français. Là, Quand tout le monde dit que c'est l'équipe qui monte, la France, ils ont peut-être envie de calmer les petits bleus, non? Non? Bien sûr. Il y a ce côté-là, il y a le défi aussi quand on joue en Angleterre. Pour eux, le tournoi est perdu. Ils ont 2 défaites, donc ils ne peuvent plus le gagner. Donc, une manière de sortir à peu près par la bonne porte de ce tournoi, c'est de battre les Bleus, bien sûr. Il y a Johnny May, là, un joueur ultra rapide, là. S'il a des bons ballons, vous allez voir, je le sens. Je sais pas pourquoi, j'aurais peur de lui, là. Samedi, Angleterre-France sur le pré, 17h45, sur France Télévisions. Bien évidemment, en suivre, ça sera dans le cas du tournoi Destination. On va rester avec l'équipe de France pour revenir sur ce fameux épisode, ou en tout cas ces cas de Covid-19. On a envie de dire, qu'est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau? Ou pas? Tout ça pour ça. Alors le match a été reporté, logiquement. On a beaucoup accusé un tel d'être le patient zéro. Il y a une enquête, un rapport du ministère des Sports, et à l'arrivée, rien. Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de bruit. Enfin, il y a sûrement eu une erreur de communication de la part de la fédération
dès le départ. Je pense que si la fédération avait avoué des manquements au niveau de la bulle sanitaire, des sorties, des entrées, voilà, une mauvaise gestion, je pense que la page aurait été tournée plus rapidement. C'est le fait d'avoir voulu essayer de cacher des choses qui a enclenché cette histoire. Voilà, enfin, les premiers punis, c'est eux, quoi. Ils étaient dans une bonne dynamique, ils allaient recevoir l'Écosse, ils pouvaient enchaîner une 3e victoire dans ce tournoi. Enfin, tous les voyants étaient au vert et puis ils se mettent le bordel tout seul, comme on dit, quoi. Donc voilà, après derrière, ça a été beaucoup de discussions pour pas grand-chose à l'arrivée. Donc ouais, qui est responsable, qui est le patient zéro, qui a percé la bulle sanitaire. On a beaucoup parlé de Fabien Galtier. Au début, c'était le préparateur physique. Jérôme Prévost. Non, écoutez, moi je me range à l'avis du ministre, je suis loyaliste. Jean-Michel Blanquer a dit c'est fini. Il y a, voilà, la page est tournée maintenant, c'est le sportif, c'est la France, bleu, blanc, rouge. C'est la France qui compte. Angleterre-France, nous sommes tous derrière notre équipe nationale. 2 questions là-dessus, justement. Est-ce que c'est parce que la France va organiser la Coupe du Monde en 2023 qu'on a gentiment étouffé politiquement cette affaire ? En ne prenant aucune sanction. Quel rapport ? En prenant aucune sanction. Parce que le rugby, l'équipe de France est devenue quelque part le rugby d'État avec la Coupe du Monde ou pas ? Est-ce que vous y croyez à ça ? Mais non, dans un mois. Parce qu'il y a 3 jours avant, le ministre des Sports dit il va y avoir des sanctions, on peut aller jusqu'à retirer la dérogation qu'on a accordée à l'équipe de France pour le tournoi, et après plus rien, calme plat. Elle s'est un peu enflammée. Pas de raison d'État avec le rugby français ? Jean-Michel Blanquer, je pense, a été la voix de la sagesse, la tête froide, et en conférence de presse, M. Castex a dit les joueurs sont suffisamment punis, ils n'ont pas pu jouer contre l'Écosse. C'est ce que disait Guy Akosibéry à un instant. L'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il va y avoir des conséquences dans les relations entre Fabien Galtier et son groupe ? Alors là, une tension à minima, à défaut de parler de fracture. Je pense que cette semaine va être prépondérante, que ce soit le rendez-vous, enfin le retour, on se retrouve tous. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie discussion entre eux, mais pas une discussion qui après diffuse ou circule dans la presse. Une discussion de vestiaire, quitte à se mettre dans un vestiaire, se dire les choses, parce que sûrement qu'il y a plusieurs personnes qui ont failli dans le protocole, donc que ceux-là reconnaissent leur erreur, que ceux qui ont essayé de mentir aussi reconnaissent qu'ils ont essayé de mentir. Enfin voilà, on se dit les choses entre eux. Il faut crever l'abcès quand même, parce qu'il existe quand même. Il faut crever l'abcès, et après se remettre. Maintenant, la page est tournée, on ne va pas en parler pendant des semaines de ce Covid. Tout le monde est guéri, tout le monde est en forme. On s'entraîne, on met bien en place ce qu'il faut dans la semaine, et on va gagner en Angleterre. Voilà. Et là, l'histoire après, elle est terminée, on n'en parle plus. Fabien Galtier mis hors de cause, on précise par le rapport ministériel. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences, Jérôme Prévost, là-dessus ? Il y a peut-être. Comme disait Guy Akosibéry, il faut crever l'abcès et raconter tout ça. Oui, il faut crever l'abcès. Ils vont se parler entre 4 yeux, comme on dit. Ça va peut-être être pas chaud, mais disons qu'il va y avoir une discussion franche. Et ensuite, je pense que la qualité technique de Fabien Galtier, technique et tactique, va l'emporter, va tout balayer, car c'est un grand technicien. Ça peut briser l'élan des Bleus, cette histoire, ou pas ? Oh non, vous croyez que... Non, je vous pose la question. J'ai des points d'interrogation à la fin de mes phrases, monsieur Prévost. Quand il y a Vunipola qui charge devant vous, vous croyez que le joueur, il se dit « Ah là là, il y a eu le Covid, ceci... » Non, il essaie de le plaquer, Vunipola, et de le retourner. C'est ça qu'il y a dans la tête du joueur. Comme Vunipola, c'est Vunipola. Et donc on expliquait, on disait, plaquer les joueurs anglais qui arrivent sur le plateau. Est-ce que, quand on est sur le terrain, est-ce que franchement on occulte tout ça ? Oui, probablement, c'est des rugbymen professionnels. Voilà, comme je disais, moi, dans le déroulé, c'est on discute. Même les ampoules craquent quand Jérôme Prévost parle. C'est incroyable. Plus de peur que de mal. Allez-y, Guy. on discute, on se prépare, et on va à Twickenham et on gagne. Voilà, après on peut perdre, mais si on tombe sur une très bonne équipe, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que l'équipe passe au travers. Parce qu'après, derrière, il y aura automatiquement des discussions, ça y est, le groupe, il se passe des choses à faire. Je dirais c'est plus l'extérieur qui peut peut-être gangréner un peu ou engendrer des mauvaises zones au niveau du groupe, c'est tout. Quand vous avez Itoje dans un regroupement avec ses grands attention bras... à ce que vous dites, parce que les ampoules n'aiment pas, donc quand vous parlez... Quand vous avez Itoje face à vous... C'est les dieux anglais du rugby qui nous regardent, qui nous écoutent. Dans un regroupement, là, avec ses grands bras, qui essaient de vous arracher la balle, là, vous ne pensez plus à tout ça. Angleterre-France, tournoi 2021, c'est ce samedi, et on va terminer cette émission, messieurs, par vous souvenir du crunch. Alors en français, le moment essentiel, le moment crucial, quand l'Angleterre et la France se rencontrent, on peut le traduire un peu comme ça. Guy Akosibéry, on va commencer avec vous, ancien joueur, disputé pas mal de matchs de 15 de France en Angleterre. Toujours particulier, évidemment, d'affronter l'Angleterre chez elle, on ne parle pas de la France. À Twickenham, c'est quelque chose quand même. Moi, c'est toujours, j'en ai parlé plusieurs fois, mais pour ceux qui, et je sais qu'il y en a sur ce plateau qui aiment beaucoup le surf, l'océan, j'ai le souvenir de mon premier match à Twickenham. Alors là, il n'y aura pas samedi, il n'y a pas le public, mais le public de Twickenham, c'est quand même un public, on joue vraiment dans un temple du rugby. Donc les chants, l'hymne anglais, le sweet chariot sur le coup d'envoi, et après,
des vagues blanches. Vous savez, quand la houle, là, quand on a ces vagues. Mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé. À un moment donné, je me suis relevé là. Ça faisait 2-3 vagues que je prenais là. Et je me suis dit, mais ils sont où les autres, quoi? J'avais l'impression d'être seul sur le terrain. Et en fait, mes collègues prenaient la même. Mes coéquipiers prenaient la même, quoi. Donc voilà, ça c'est mon souvenir, mon premier souvenir de Twickenham. Et celui-là. Marquant. Il y a encore les traces un peu sur les côtés, dans les côtes. Un peu, il y a eu. Ça a marché dessus un peu. Ça a marché dessus les Anglais. Dean Richards, tout ça. Quels sont vos souvenirs, Jérôme, vous, d'Angleterre-France? Alors, souvenirs professionnels, mais ça peut être aussi souvenirs d'enfants. Laurent Pardo et Didier Codorniou, 81. C'est véritable, l'un prenant la place de l'autre. La passe comme ça, en se tournant. Attention aux ampoules. Codorniou, Pardo, Laurent Pardo, tout simplement gigantesque. Laurent Pardo qui marque là. Qui marque un magnifique essai. Grand Chelem 81, premier Grand Chelem de Fouroux, entraîneur. Extraordinaire. Il y a eu cet essai de 100 mètres aussi avec Serge Blanco. Et en 97, marqué par on gagne, on fait le Grand Chelem en 97. Et là, par contre, on est mené, je crois qu'on est mené de 20 points. Moi, je suis remplaçant ce jour-là. On est mené de 20 points. On a Abdel Benazi, le capitaine, qui sort. Marc de Rougemont, talonneur de Toulon, qui finit le match, 3e lignel. Et on gagne 23-20. On est mené 20-0, on gagne 23-20. Il y a un joueur un peu oublié. Laurent Le Flamand, très bon ailier, un peu joué, un peu oublié. Et on fait après, on bat les Écossais à Paris, on fait le Grand Chelem grâce à cette victoire à Twickenham. Est-ce que vous sentiez, vous, Guy Akoseberi, que c'était toujours un match particulier pour les Français? Oui, mais aussi pour les Anglais quand ils recevaient les Français. Est-ce qu'ils avaient toujours un peu le côté entre dire on va les mater, ces petits bleus là? Oui, mais il y a toujours eu, on ne va pas refaire l'histoire. Non, il y a toujours eu, même, on le sent sur le terrain, on le sent. Bien sûr, oui. Et puis ce côté un peu se brancher, ce qui n'arrivait pratiquement pas avec les autres nations, avec les Gallois, les Écossais, les Irlandais, c'était beaucoup plus gentleman. Mais avec les Anglais, nous aussi, on aimait bien les brancher, on aimait bien sourire, enfin les chercher. Donc voilà, il y a toujours eu. Les France-Angleterre, c'est à part dans les matchs du tournoi. Deux frères ennemis. Il y a 89 aussi, Chilcott, les gens s'en souviendront, peut-être un pilier un peu particulier, pas spécialement svelte. Non. Pilier, hein. Qui était, de l'époque, les piliers de l'époque. On sortait d'une série noire anglaise, ils nous avaient battu 11-0, je crois. C'était pour eux une sorte de délivrance. Enfin, il y a eu des matchs très rudes, quoi. C'est pour parler un peu de matchs gagnés par des Anglais, mais il y a des grands souvenirs, quoi. Qu'est-ce que les Anglais aimeraient d'avoir des joueurs français? Oh, c'est fini tout ça. Ah, vous croyez? On revient dans les années 70, il y avait une grosse différence. Même dans les années 80, ils étaient plus limités que nous. Mais là, depuis le professionnalisme, ils sont aussi complets que nous. Même souvent, ils sont plus offensifs que nous maintenant. Qu'en pensez-vous, Guy? Oui. Quelque chose que les Anglais aimeraient avoir des Français et inversement, que les Français aimeraient avoir des Anglais. Il y aura toujours quand même ce côté, même si les joueurs, maintenant on trouve, comme l'a dit Jérôme, des joueurs avec autant de qualité d'un côté que de l'autre, ils n'ont toujours pas quand même ce côté fighting spirit, là. Enfin, quand on est capable, dans notre embut, on est capable, Damien Penaud, Teddy Thomas, ils sont capables dans notre embut de jouer un 2 contre 1 et d'essayer de faire 80 mètres. Ça, l'anglais, il ne le tentera jamais. Culturellement. Ils n'apprennent pas comme ça le jeu, ils apprennent de manière plus stéréotypée, c'est pas méchant, mais de manière plus stéréotypée. Plus de discipline où on faisait toujours la même chose, surtout quand elle marchait. Ils étaient aimés. Je trouve que ça date un peu, tout ça. Après, maintenant, quand vous voyez Anthony Watson, leur ailier, quand vous voyez. On va quand même rappeler que les Anglais sont champions du monde et pas nous. 2003. C'est vrai. Pas nous. C'est aussi une différence de taille entre le rugby français et le rugby britannique et anglais. Ils n'ont qu'un titre. Il suffit que nous y arrivions en 2023 et voilà. Le joueur à suivre, messieurs, pour terminer samedi, ça sera qui d'après vous? Côté français ou côté anglais? Côté français. Terminons avec les Bleus. Côté français, je pense qu'il faudra pour gagner ce match, il faudra un grand, et il est grand depuis le début du tournoi, mais il faudra qu'il continue à l'être, un grand Grégory Aldrit. 3e ligne de La Rochelle. Qui a été très performant depuis le début. Ouais. S'il prend le dessus sur le fameux Vunipola. Qui est juste au-dessus. L'équipe de France gagnera. Donc ça sera un vrai duel, un vrai beau duel. Oui. Un des duels à suivre de ce match de samedi. Jérôme Prévost, pour vous, le joueur à suivre. Je voudrais voir si Anthony Jelonche va rééditer ses performances XXL de véritable Superman tricolore. Sa force. De la finale quand il fait le match. Oui, à Twickenham déjà. Oui. Voilà, alors je pense qu'il va jouer. Il avait été exceptionnel. C'est un joueur très très dur, très très fort. Et on va voir s'il peut renverser des montagnes. On verra, rendez-vous est pris pour samedi. Je pensais que vous allez me parler de la pluie, du soleil anglais qui aurait peut-être tout changé dans les matchs contre les Français. Pas, non, vous avez une âme de poète. Vous parlez joueurs ce soir, Jérôme Prévost. Merci beaucoup, journaliste au Midi Olympique, d'être venu parler rugby et de votre passion ce soir. À vos côtés, Guy Akoseberi, que l'on remercie également d'être venu, non pas jouer, mais on y a cru un moment, quand vous racontiez vos souvenirs d'Angleterre-France. Guy Akoseberi, ancien demi-mêlée des Bleus et consultant en France Info. Merci à vous. On va rentrer un petit peu au vestiaire, on va se protéger des cieux anglais avant de se retrouver lundi prochain, même endroit, même heure. Ciao, belle soirée.